La pluie tombait en nappe épaisse sur les vitres de la vieille maison, battant contre les volets fatigués comme un rappel brutal de ce qui approchait. Marie-Claire restait immobile dans le salon, une tasse de tisane refroidie entre ses mains tremblantes. Autour d'elle, chaque objet portait un souvenir. Les dessins d'enfants encadrés sur les murs, la nappe brodée qu'elle avait cousue pour le premier Noël sans son mari, les livres cornés que Vincent ne lui avait jamais rendus. Cette maison, elle l'avait protégée comme on protège un cœur. C'était le lieu de ses joies, de ses fatigues, des silences partagés et des disputes vite oubliées. En la regardant de plus près, on aurait pu croire que le temps s'était figé entre les murs, mais les voix récentes de ses enfants, plus glacées que le vent d'automne, continuaient de résonner avec violence. « On ne peut pas continuer comme ça, maman », avait dit Vincent, les sourcils froncés. « Il faut penser à l'avenir, à ton avenir. »« C'est encore chez moi », avait-elle soufflé. « Je ne suis pas prête à partir. » « Pas encore. » Ils avaient échangé un regard, entendu ce regard froid entre complices de Perret. Claire, la douce, avait baissé les yeux en pinçant les lèvres. Julien n'avait rien dit du tout. Les jours suivants, tout s'était enchaîné, des discussions pour ton bien, des papiers qu'on lui lisait trop vite, un médecin administratif qu'elle n'avait vu qu'une fois, et puis l'annonce humiliante, elle serait placée, alors même qu'elle se souvenait encore de la voix de Vincent, enfant, l'appelant dans la couloir après un cauchemar. Ce jour-là, debout dans l'embrasure du salon, Marie-Claire sentit quelque chose se fendre à l'intérieur. C'était pas seulement la perte d'un toit, c'était l'effondrement d'une promesse tacite, celle qu'elle avait toujours faite en silence. « Je serai là pour vous, quoi qu'il m'en coûte. » Et elle avait payé le prix fort. L'amour, elle l'avait donné sans compter, mais à force de se sacrifier, elle s'était effacée. En quittant la maison, elle ne dit pas un mot. Elle posa simplement la clé sur la table d'entrée, caressa le cadre jauni d'une photo de famille et referma, doucement, la porte derrière elle. Le silence avait une odeur. Dans la petite chambre au mur pâle du foyer médicalisé, ce silence pesait comme une couverture mouillée sur la poitrine de Marie-Claire. Depuis des jours, être des semaines, elle avait cessé de compter, elle attendait une visite, un mot, un signe, mais les enfants étaient absents, et leur absence retentissait comme une cloche fêlée. Elle revoyait Vincent, costume bien repassé, regard froid, dossier en main. « Tu ne peux plus continuer comme ça, maman. » Puis Claire, évitant ses yeux, fragile comme une feuille d'automne, murmurant « Ce sera mieux pour toi. » Et Julien, presque en arrière-plan, hochant la tête sans conviction. À eux trois, ils avaient décidé détricoter sa vie. La maison à Anse, avec son piano désaccordé, les rideaux cousus à la main, les rires d'enfants dans le jardin, partis, vendus pour financer de nouveaux projets ou rembourser des crédits, elle ne savait pas, elle ne voulait plus savoir. Tout ce qu'elle savait, c'était cette douleur dans sa poitrine. Pas physique, non, un vide, comme si son cœur, autrefois plein de souvenirs et d'amour, avait été vidé pour y verser de l'indifférence. Yvette la trouva ainsi un matin, assise sur le rebord du lit, le regard perdu dans le vide. « T'attends encore qu'il vienne ?» demanda-t-elle. Marie-Claire ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix faible, « Je crois que mes enfants se sont perdus. » Yvette s'assit à côté d'elle. Parfois, on se perd en courant après ce qu'on croit être important, et on oublie ceux qui portaient la lampe. Ces mots trouvèrent leur place dans le silence. Marie-Claire tourna enfin les yeux vers son amie. « Mais s'ils ne reviennent jamais ?» Yvette haussa les épaules. « Alors on apprend à marcher sans eux, et on allume notre propre lumière, une plus douce, plus vraie. » À cet instant, quelque chose changea dans le regard de Marie-Claire. Une fissure dans le mur, pas encore une ouverture, mais une promesse. Marie-Claire fixait la fenêtre embuée de sa chambre exiguë, le regard perdu dans les silhouettes indistinctes des arbres gris de l'extérieur. Quelques gouttes de pluie glissaient lentement sur la vitre, comme si elle pleurait à sa place. Le silence de la pièce n'était rompu que par le couinement distant d'un fauteuil roulant dans le couloir. Elle n'entendait plus les voix familières de chez elle, plus le tic-tac rassurant de l'horloge de la cuisine, ni le chant du merle qui nichait dans le figuier de son jardin. On l'avait arrachée à tout cela. Elle revoyait encore le moment exact, quelques semaines plus tôt, dans le bureau impersonnel du notaire. Vincent parlait vite, trop vite. Claire ne levait pas les yeux. Julien fuyait dans son téléphone. Et elle, dans son tailleur usé qu'elle croyait soigner, tentait de comprendre. « Pour ton bien, maman », avait marmonné Vincent, le regard dur. Puis lui était remis un papier sec et punitif, inapte.
Elle n'avait pas eu le droit de dire non. Tout ce qu'elle avait bâti sa maison, fruit de 30 ans de sacrifice, son jardin, les albums de famille, les objets choisis avec amour tout avaient été vendus, rangés ou jetés. La maison avait déjà un nouveau portail, repeint en blanc criard. Vincent avait gardé les meubles de valeur. Claire avait pris des cadres. Julien, paraît-il, n'avait rien voulu. Elle avait été dépouillée de sa demeure, mais surtout de sa place dans leur vie. Dans le silence du soir, elle retrouva une photo pliée au fond de son tiroir, un cliché en noir et blanc, ses 3 enfants sur une plage bretonne, couverts de sable, riant à pleines dents. Ils devaient avoir 6, 9 et 12 ans. Elle sourit, puis sentit le goût amer revenir sous sa langue. Où étaient passés ces enfants-là? Elle entendit 3 coups brefs à la porte. C'était Yvette, sa figure forte et râpeuse, venue partager un paquet de galettes. Sans un mot, elle s'assit près d'elle, partagea le silence, puis la regarda doucement. « Tu sais, ma vieille, t'es pas finie. Il t'en peut être enlevé ta maison, mais pas ton cœur. » Marie-Claire cligna des yeux. Pour la première fois depuis des jours, une larme tomba. De reconnaissance. Marie-Claire s'assit au bord de son lit, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés sur le mur jauni de sa nouvelle chambre. Aucune photo, aucun meuble familier, rien ne lui rappelait la maison d'Anse où chaque objet avait une mémoire accrochée à ses plis. Ici, c'était le vide. Un parfum de désinfectant remplaçait celui du linge séché au vent, et les couloirs résonnaient de soupirs étouffés, de pas traînants, de voix lointaines. Elle avait quitté sa maison sans même refermer elle-même la porte. Vincent avait pris les clés, Julien avait détourné le regard, Claire avait pleuré, mais en silence. Une signature, quelques mots d'adieu maladroits, et voilà. La maison était à vendre. Elle, quant à elle, était devenue un dossier transféré dans un établissement adapté. Le cœur serré, elle se pencha pour ouvrir le tiroir de sa table de nuit. Une brosse à cheveux, un chapelet usé, un paquet de mouchoirs, des vestiges ternes de ce qu'elle avait été, mère, épouse, institutrice. Elle s'était jamais sentie inutile, jusqu'à maintenant. Une voix bourrue résonna dans le couloir. « Soupe, mesdames. Si vous voulez pas manger froid, faut venir maintenant. » C'était Yvette, sa voisine de chambre, dotée d'une énergie brute qui tranchait avec la torpeur du lieu. Marie-Claire hésita, réprima un frisson. Elle n'avait pas faim, ou plutôt, elle avait faim d'autre chose. De sens, de chaleur, d'un visage aimant qui entre, qui dit « maman ». Elle tira sur son foulard, se regarda dans le miroir. Ses yeux, jadis si vifs dans la salle de classe, semblaient engloutis par une brume de solitude. Une larme roula, puis une autre silencieuse, modeste, comme elle. Quelques pas la menèrent à la fenêtre. Dehors, des nuages gris s'amoncelaient sur Lyon comme un manteau d'oubli. Mais au loin, encore imperceptible, elle crut voir un rayon éclore entre 2 toits, mince, fragile, mais réel. Elle souffla doucement. « Faudra bien que je tienne. Encore un peu. » Elle entrera dans la chambre 312 sans vraiment la regarder. Le couloir sentait l'urine et le désinfectant bon marché. Une odeur mélangée de résignation. L'infirmière l'avait guidée sans tendresse, posant à peine le regard sur elle. Personne ne prononçait son nom. Juste la nouvelle, soufflée à voix basse derrière un chariot de pansement. La chambre. 2 lits, 2 rideaux gris. Les murs blanchis, sans décor, semblaient absorber même les larmes en silence. Dans l'autre lit, une silhouette mince couchée, tournant le dos, respirant avec lenteur, comme si chaque souffle menaçait d'être le dernier. Marie-Claire posa sa petite valisesse, la chaise en plastique. Personne ne venait l'aider. Ses doigts tremblaient légèrement quand elle ouvrit la fermeture. Elle gardait sa dignité comme on empêche un vase de tomber, précieusement, maladroitement. Une photo pliée d'elle avec ses enfants tomba au sol. Elle ne la ramassa pas. Elle resta debout un moment, droite, figée comme en exil. Les larmes montaient, mais elle ne leur céda pas. Elle se força à regarder autour d'elle. Les murs n'avaient pas d'yeux. Les chambres, pas d'âme. C'était un entre-deux, ni vivant, ni tout à fait mort, un purgatoire administratif. 2 aides-soignantes passèrent la porte sans frapper, échangeant un mot à propos du dîner. Elle ne fut pas saluée, déjà invisible dans un monde qui la considérait comme finie. L'une jeta un coup d'œil et murmura « Encore une qui va pas s'y faire ». Le soir
Alors que les horaires de visite s'achevaient, bien qu'aucune visite ne fût prévue, elle s'assit sur le lit, observant ses mains qui avaient tout donné. Elle portait le poids des enfants tenus, des lettres signées pour les écoles, des lessives faites tard la nuit. Ses mains, maintenant flétries, n'intéressaient plus personne. Une voix rauque s'éleva derrière le rideau. « Toi aussi, t'en larguais comme un vieux meuble ?» Marie-Claire ne répondit pas tout de suite. Puis, d'un souffle, « Pas même un meuble, un souvenir trop lourd. » Le rideau bougea, une main cailleuse le repoussa, un visage ridé mais allumé comme une flamme s'esquissa. « Moi, c'est Yvette. Et ici, faut apprendre à ne plus attendre. Sinon, on crève lentement. » Marie-Claire la regarda. Pour la première fois, quelque chose vibra. Un éclat, minuscule mais réel. Le soleil perçait faiblement à travers les vitres poussiéreuses de la salle commune. Ce matin-là, Marie-Claire, emmitouflée dans son gilet de laine tricoté main, regardait sans vraiment voir le jeu télévisé diffusé en sourdine sur la vieille télévision suspendue au mur. Les voix robotiques ne faisaient qu'accentuer le silence glaçant de l'établissement. Une voix rauque à son côté la fit sursauter. Faut pas espérer qu'il change le canal, hein. C'est soit ça, soit les télés, achats, grommela une femme aux cheveux gris en bataille, un journal chiffonné sur les genoux. Marie-Claire tourna lentement la tête. La femme lui adressa un sourire édenté, sincère quoique un peu moqueur. « Yvette, chambre 42. Et toi ? Nouvelle, hein ? On le reconnaît à la mine d'enterrement. »« Marie-Claire, murmura-t-elle, un peu déconcertée. »« Bienvenue à la maison, ironisa Yvette. »« T'inquiète. On s'habitue à la mesquinerie avec le temps où on écrit un meurtre dans sa tête tous les jours à l'heure du petit déjeuner. Moi, j'en suis à mon 600e meurtre imaginaire. » Un rire, sec mais vrai, s'échappa des lèvres de Marie-Claire. C'était ridicule. Et pourtant rassurant. Les jours suivants, Yvette devint un repère dans ce lieu sans repère. Elle imposait un rythme, parfois rude, mais jamais. Is cruelle. Elle réveillait Marie-Claire tôt pour la partagerie d'un café tiède, racontait des anecdotes aussi tristes que drôles sur ses années de galère. Elle parlait de ses enfants perdus dans l'oubli, mais sans pathos. Au fil des conversations, une étrange alliance naquit. Yvette ne jugeait pas. Elle n'attendait pas de gestes, de pardon, ni même d'écoute bienveillante. Et c'est peu être ce qui permit à Marie-Claire pour la première fois depuis son départ forcé de parler. « Tu crois qu'on peut vivre sans les siens ?» demanda-t-elle un soir. Yvette haussa les épaules. « On peut souffrir avec eux, souffrir sans eux. Mais vivre, on peut, oui, faut juste trouver les bons complices. » Le silence s'installa, mais cette fois, il ne pesait plus, il enveloppait. Et dans ce silence, une amitié inattendue avait pris racine. Le stylo tremblait légèrement entre les doigts de Marie-Claire. Le papier, vierge, semblait attendre plus qu'une simple histoire. Il demandait justice, mémoire, vérité. Thomas l'avait encouragé, glissant doucement un cahier à couverture bleue dans ses mains. « Ce que vous avez à dire peut toucher d'autres » lui avait-il murmuré. Ces mots résonnaient, se mêlant au silence de sa chambre dans l'aile nord, là où le soleil peinait à entrer. Elle avait hésité longtemps, écrire c'était revivre, mais c'était aussi se libérer. Les premières phrases arrivèrent comme un souffle retenu depuis trop longtemps. Elle raconta ses débuts d'institutrice, les cris joyeux des enfants, l'odeur crépoussière des salles de classe. Elle évoqua Jacques, son mari disparu trop tôt, et ce jour où elle avait dû expliquer à 3 enfants, les yeux grands ouverts, qu'il ne reviendrait pas. Elle raconta les anniversaires fêtés sans moyens, les déguisements cousus à la main, les nuits blanches passées à réparer les chagrins. Les souvenirs jaillissaient, intacts malgré les années. Claire, habillée en fée pour la fête de l'école. Vincent, serrant fort sa main, avant son oral d'école de commerce. Julien, maladroit mais toujours rieur, lui offrant un collier fait de pâte pour la fête des mères. Et puis le virage, les silences longs, les visites espacées, les regards fuyants. Elle retraça la trahison comme une plaie qu'on effleure encore, non pour raviver la douleur, mais pour comprendre comment elle est née. Elle ne lança pas de reproches acides. Elle exprima l'incompréhension, la peine silencieuse de celle qu'on ne voit plus, qu'on renvoie dans l'ombre sans un adieu digne. Sœur Geneviève lui rappelait, parfois c'est dans le désert qu'on entend la voix la plus claire. Alors Marie-Claire écrivit aussi sur Yvette, sur cette femme au riz rugueux et au cœur immense.
Sur Thomas, sur la lumière qu'il se met en écoutant, sur la dignité qu'elle reconquérait, ligne après ligne. Quand la dernière page fut remplie, elle posa le stylo, les yeux pleins mais le cœur ferme. Elle n'écrivait plus pour être aimée, elle écrivait pour ne plus disparaître. La pluie traversait le ciel de novembre, grise et insaisissable, comme les souvenirs qui martelaient le cœur de Marie-Claire. Assise près de la fenêtre voilée de la salle commune, elle tenait entre ses doigts tremblants une lettre froissée, glissée discrètement par Thomas quelques heures plus tôt. Elle n'avait pas eu la force de l'ouvrir tout de suite. Elle savait, dans un recoin douloureusement lucide d'elle-même, que ce qu'elle lirait ne ferait que confirmer ce qu'elle pressentait depuis des semaines. Les mots, une fois révélés, étaient cruels dans leur netteté, un acte de vente, signé de la main de ses enfants. Vincent avait été l'initiateur, Claire et Julien avaient suivi. Sa maison, chaque mur imprégné de son histoire, de sa sueur, de l'odeur du pain grillé le matin, vendu à un promoteur immobilier pour bâtir des studios en copropriété. L'adresse était rayée de leur passé comme on efface une faute sur une copie d'élève. Marie-Claire laissa tomber la feuille sur ses genoux. Un silence dense s'installa en elle, plus lourd que les hurlements. Elle ne pleura pas. C'était un chagrin plus ancien que les larmes, un gouffre muet creusé par l'oubli. Et dans ce vide, un déclic silencieux. Yvette, assise de travers sur une chaise voisine, la regardait du coin de l'œil, sans parler. Puis, avec une tendresse rugueuse, « Ils t'ont trahi comme les miens, mais tu vaux mieux qu'eux. » Ah, Marie-Claire acquiesça à peine. Elle songea à toutes les fois où elle avait mis de côté ses propres désirs, ses ateliers d'écriture, abandonnés, ses voyages reportés. Tout cela pour des enfants capables, aujourd'hui, d'assimiler son existence à un obstacle financier. Ce soir-là, dans sa petite chambre à l'éclairage laiteux, elle relut son carnet, les mots de son passé lui revenaient, précis et vivants. Thomas frappa discrètement à la porte, lui tendit une tasse de thé fumant. « Ce que vous écrivez, c'est puissant. Vous devez le partager, dit-il doucement. » Elle leva la tête, puis souffla, presque pour elle-même. « Alors qu'on sache enfin qui je suis. » Son cri, silencieux pendant tant d'années, allait devenir parole. Le couloir blafard du centre de soins résonnait des pas réguliers de Marie-Claire. Elle avançait lentement, son gilet rose pâle ajusté sur les épaules un peu voûtées. Cela faisait 3 jours qu'elle avait quitté sa maisonnon, qu'on l'en avait arrachée. Elle ne reconnaissait pas encore le temps ici. Les heures paraissaient s'étirer comme du tissu usé, sans encre, sans signification. Sa chambre, partagée avec une autre femme sourde plongée dans ses propres silences, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Les murs étaient d'un blanc fatigué, à peine animés par un crucifix mal fixé. Ses affaires, soigneusement pliées par Claire avant son départ, gisaient dans une valise ouverte au pied du lit. Personne n'avait aidé à les ranger. Les jours passaient ainsi. Repas insipides à heure fixe, visage inconnu, gestes mécaniques. Personne ne parlait vraiment. Les soignants allaient et venaient, pressés, gentils parfois, mais absents. Plusieurs résidents marmonnaient des souvenirs à moitié effacés. Marie-Claire, elle, restait muette. C'était comme si sa langue s'était enroulée sur elle-même, incapable de franchir la porte de l'humiliation. Un après-midi gris, elle s'était assise seule sur un banc près du jardin grillagé. Les fleurs fanées semblaient en écho avec son propre effritement. Elle sentit les larmes monter, mais les refusa. Elle voulait pas pleurer ici. Elle ne voulait pas leur offrir ce spectacle. Ce fut ce jour-là que Thomas s'assit à côté d'elle, pour la première fois, sans rien dire. Juste sa présence, droite mais douce, lui fit détourner le regard. Il ne posait pas de questions. Il attendait comme on attend un mot d'un enfant qui a trop souffert pour parler. Le soir, dans l'obscurité paisible, Marie-Claire repensa à ses enfants. Elle revit Vincent, adolescent posé et exigeant, Claire toujours à chercher son regard, Julien, bras tendu et rire éclatant dans l'alpage des souvenirs. Comment en était-elle arrivée là ? Comment l'amour d'une vie pouvait-il s'éroder jusqu'à devenir ce vide glacial ? Le silence n'était plus une pause, il était devenu un abîme, et elle au bord vacillait. Les doigts de Marie-Claire tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit pour la première fois le cahier vierge que Thomas lui avait laissé sur la table de chevet. Le papier, lisse et épais,
lui semblait luxueux après tant de mois dans cet endroit terne. Elle resta un moment assise, le crayon suspendu au-dessus de la page blanche, comme si chaque mot pesait de tout le poids des années silencieuses. « J'écris parce qu'on m'a réduite au silence », murmura-t-elle pour elle-même, et la première phrase surgit ainsi, brute, sans artifice. Chaque soir, après le dîner, elle écrivait. Les souvenirs s'ouvraient comme des tiroirs anciens, le rire de Claire au bord de la rivière, les larmes de Vincent lorsqu'il avait perdu son premier emploi, les longues soirées d'hiver à aider Julien avec ses devoirs. Des pages entières jaillissaient, trempées d'amour, de fatigue accumulée, de sacrifices jamais comptabilisés. Yvette lui jetait parfois un coup d'œil et commentait T'aurais dû faire ça avant, ma vieille. Et c'est pas trop tard. Marie-Claire souriait sans répondre. Il n'y avait plus de place pour les regrets, seule comptait la vérité couchée sur le papier. Thomas lisait certains passages, les yeux humides. C'est une voix qu'on doit entendre, disait-il. Et sans lui dire, il envoya quelques extraits à une émission radiophonique consacrée aux témoignages de vie. Le jour de la diffusion, l'aile du foyer vrombit de murmures, les résidents se rassemblèrent autour d'un vieux poste, et puis la voix d'une comédienne douce mais ferme raconta l'histoire d'une mère abandonnée, trahie par ceux qu'elle avait tant aimés. Des appels, des lettres affluèrent, on parlait d'elle dans les journaux, des inconnus, S, lui écrivaient « Vous avez mis des mots sur notre douleur ». C'était plus simplement son histoire. C'était devenu celle de milliers d'autres, cachées, oubliées. Marie-Claire sentit une force renaître en elle, non pas celle de la révolte, mais celle de la résilience. Chaque mot qu'elle écrivait n'était plus un cri de chagrin, mais une graine semée pour que d'autres n'aient pas à souffrir dans le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Marie-Claire tenait entre ses mains un carnet à couverture bleue, un peu usé sur les bords. Chaque soir, à la lumière jaunâtre de la lampe de chevet, elle y écrivait quelques lignes tremblantes. Ses souvenirs prenaient forme, les Noëls modestes mais joyeux, les robes cousues à la main pour Claire, les nuits blanches passées à corriger des copies pour financer les études de Julien. C'était un exutoire, une tentative de colle pour un cœur brisé, un acte de survie. Thomas, le jeune soignant aux gestes attentifs et à la voix douce, s'était intéressé dès le début à ses écrits. Un jour, alors qu'elle griffonnait une ébauche de chapitre sur l'incompréhension grandissante entre elle et Vincent, il lui dit « Vous devriez vraiment partager tout ça. Il y a tant d'émotions, tant de vérités que les gens doivent entendre. » Elle avait rougi, gênée. Qui s'intéresserait aux divagations d'une vieille femme oubliée? Thomas n'avait rien dit. Il s'était contenté de sourire. Quelques semaines plus tard, sans en parler, il avait envoyé un extrait de son texte à une émission de Radio France, Paroles perdues, connue pour diffuser des témoignages poignants de vie. Il avait utilisé un pseudonyme, une mère sans foyer. Le jour de la diffusion, le poste de radio qu'ils écoutaient d'ordinaire pour les bulletins météo diffusait la voix grave d'un comédien lisant ces mots. Le silence tomba dans le salon commun. Yvette s'était figée, une main plaquée contre sa bouche. Sœur Geneviève, les yeux plissés, murmura une prière. Mais c'était Marie-Claire qui paraissait la plus bouleversée. Entendre sa propre douleur résonner à travers les ondes, couvrant les murs d'un monde extérieur qu'elle croyait inaccessible, lui donna une sensation étrange, celle de ne plus être invisible. Les appels affluèrent à l'émission. Des messages de soutien, de colère, de reconnaissance d'expériences similaires. Sur les réseaux sociaux, le pseudonyme « Une mère sans foyer » devint un symbole. Quand Thomas lui montra le flot de commentaires bienveillants, elle détourna d'abord les yeux, submergée, puis elle posa la main sur son carnet bleu. Je crois que je n'écris plus seulement pour moi, à présent. Sa voix était calme, mais elle portait une détermination nouvelle. Une voix enfin entendue. Un matin d'octobre, un calme inhabituel enveloppait le couloir du rez-de-chaussée de la maison de retraite. Thomas, les yeux fatigués mais brillants d'excitation contenue, entra dans la petite salle commune où Marie-Claire écrivait chaque jour, installée près de la fenêtre à carreaux. Il tenait une tablette dans ses mains tremblantes. « Il faut que vous écoutiez ça », dit-il en lui tendant les écouteurs. Marie-Claire, surprise, les prit avec hésitation. Une musique douce s'éleva, puis la voix chaleureuse d'un animateur de France Inter. Il introduisait un nouveau témoignage, l'histoire d'une mère rejetée à 70 ans, déposée comme un meuble. Elle eut un moment de flottement. Sa gorge se serra.
Puis, elle entendit ses propres mots. C'étaient les passages que Thomas avait sélectionnés de son manuscrit. Sa voix luisait des extraits, tissait ses souvenirs, ses douleurs et ses espoirs. Des silences poignants rythmaient le récit, comme des battements de cœur suspendus. Autour d'elle, Yvette s'était approchée, puis sœur Geneviève. Même les aides-soignantes s'arrêtèrent. À mesure que le témoignage avançait, un respect palpable emplissait la pièce. Le lendemain, tout changea. Des centaines de messages affluaient sur les réseaux sociaux. Des hashtags apparaissaient, une mère sans se foyer, voix des oubliés. Des voisins redécouvraient le visage de Marie-Claire sur les photos de sa jeunesse, publiées par des anonymes émus. Elle reçut une invitation à participer à un débat sur France 2. Vincent l'appela le 3e jour, puis Claire. Julien mit une semaine de plus, mais envoya un message maladroit. Tous voulaient reparler, réparer, expliquer. « Ils ont peur, » dit Yvette. « Pas honte. Peur. » Marie-Claire acquiesça lentement. « Je ne veux pas de leur peur, je veux leur vérité. » Un courrier d'un maire d'un petit village lui proposa de venir parler aux élèves d'une école sur la dignité dans la vieillesse. Une lycéenne écrivit « Madame Bernard, vous m'avez donné envie d'écouter ma grand-mère. » Elle pleura ce soir-là en silence. Pas de tristesse, pas de rage. Des larmes d'étrange apaisement, comme si son cri n'était plus enfermé dans les murs gris d'un établissement trop étroit pour son âme. Le pays écoutait, et dans ce silence rempli d'échos, elle reprenait vie. Vincent se tenait dans l'entrée du foyer coopératif, ses mains moites serrant un exemplaire usé de « Une mère sans foyer ». La pluie fine de mars perlait encore sur ses épaules, comme s'il portait le poids de ses propres larmes inexprimées. Il avait envoyé un message la veille, vague et hésitant. « Maman, pourrais-je te voir ?» Il ne savait pas si elle viendrait. Marie-Claire n'était pas seule en entrant dans la pièce commune. Yvette marchait à ses côtés, fière et silencieuse, tandis que Thomas préparait discrètement du thé dans le coin cuisine. Marie-Claire s'immobilisa en apercevant son fils. Pendant un instant, le passé ressurgit, les genoux écorchés d'un petit garçon, les dessins qu'il lui offrait pour la fête des mères, son regard plein de confiance. Mais cet homme-là, les tempes grisonnantes et les excuses trop tardives, n'était plus cet enfant. « Bonjour. »« Maman » dit Vincent avec une voix éraillée. Marie-Claire lui fit un signe discret de tête, pas un mot. Il tendit timidement le livre ouvert, une page cornée, où elle décrivait avec pudeur la scène de Trocel où il avait signé, sans trembler, les papiers de tutelle. Dans ses yeux, elle vit les prémices d'une douleur sincère, ou était-ce simplement la crainte d'être définitivement exclue de cette nouvelle histoire qu'elle écrivait sans eux. « Je ne viens pas pour me faire pardonner tout de suite, » murmura-t-il, « mais je voulais comprendre ce que je t'ai perdu. » Elle s'assit lentement en face de lui, mains croisées sur ses genoux. Le silence entre eux, dense, fut brisé par le clac d'une tasse que Thomas posa doucement sur la table. « Ce que j'ai perdu aussi, Vincent, » dit-elle enfin. « Mais ce n'est pas à moi de te montrer le chemin cette fois. » Elle se leva. Yvette la suivit immédiatement, posant une main sur son épaule en guise de solidarité. Marie-Claire fit une pause à la porte, son regard balayant brièvement le visage de son fils, puis elle dit doucement « Les mots ne suffisent plus. Il faudra que tu vives ta rédemption. » Elle sortit, laissant Vincent seul avec sa honte, une tasse tiédissant inutilement devant lui. Le soleil d'automne baignait la façade en pierre de la vieille bâtisse rénovée. C'était une ancienne école communale désaffectée depuis des années, que Yvette avait repérée dans un petit village voisin, un lieu oublié de tous, redécouvert par celles et ceux que la société avait voulu oublier. Marie-Claire posa ses valises, non sans émotion, sur le parquet ciré de ce qui serait désormais sa chambre. Une pièce modeste mais baignée de lumière, avec une fenêtre donnant sur un grand tilleul, dont les feuilles dorées frémissaient dans la brise. Il y avait une étagère vide, prête à accueillir ses livres, et un petit bureau sur lequel elle déposa, en silence, le manuscrit de « Une mère sans foyer ». Elle caressa la couverture du cahier, comme on touche une cicatrice devenue source de force. Yvette entra sans frapper, comme à son habitude. « C'est pas Versailles, mais c'est chez nous », lança-t-elle avec un sourire tordu, une cigarette éteinte coincée entre les doigts. Marie-Claire se retourna, émue. « C'est bien plus que ça. C'est une renaissance. »
Elles descendirent ensemble dans la cuisine où d'autres résidents préparaient un repas commun. Thomas, en visite pour le week-end, aidait à éplucher des carottes, tout en écoutant sœur Geneviève parler d'un vieux psaume auquel Marie-Claire avait auparavant prêté peu d'attention. L'ambiance était vivante, ponctuée de rires, de silences complices, d'anecdotes partagées. Chacun apportait ses blessures, ses histoires et sa générosité au foyer qu'ils étaient en train de construire. C'était pas une maison dans le sens traditionnel du terme. C'était une idée faite chère, un lieu fondé non sur les liens du sang, mais sur la reconnaissance mutuelle de l'humanité de l'autre. Ici, on jugeait pas les silences, on respectait les douleurs, on écoutait sans interrompre. Marie-Claire sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle n'avait plus à se justifier d'exister. Ici, dans cette maison reconstruite par la main tremblante d'amitié forgée tardivement, elle retrouvait une paix qu'elle avait cru perdue à jamais. Elle leva les yeux vers les autres et murmura simplement « Merci ». Les rideaux s'ouvraient lentement sur la petite salle municipale de Villeurbanne, transformée pour l'occasion en forum citoyen. Le micro grésilla, puis le silence se fit. Marie-Claire se tenait droite, vêtue simplement, mais avec une élégance discrète. À ses côtés, Yvette lui lança un clin d'œil complice. Derrière elle, Thomas attendait, un carnet à la main, souriant avec fierté. La salle était pleine, des journalistes, des retraités, des étudiants, des élus locaux. Un groupe d'aînés de la maison partagée occupait le premier rang, brandissant une banderole artisanale « Dignité pour nos aînés ». L'émotion était palpable. Marie-Claire s'avança, ses doigts tremblant légèrement s'accrochant au pupitre. Elle respira profondément. « Mesdames et messieurs », sa voix, d'abord hésitante, gagnait en force à chaque mot. Elle ne lisait pas, elle parlait avec le cœur. Il y a 2 ans, je n'étais plus qu'un fantôme. Une mère oubliée, déplacée, effacée. Mais grâce à la solidarité de quelques âmes précieuses, j'ai retrouvé ma voix. Et c'est pourquoi je suis ici, pour que d'autres ne tombent pas dans le silence. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Ce que j'ai vécu, j'en souhaite pas le récit, mais je veux qu'il serve. Servir, c'était ma vocation. J'ai enseigné, j'ai élevé mes enfants avec plus d'amour que de moyens, et pourtant, mon âge est devenu une excuse pour me dépouiller de ma maison, de mes choix, de ma dignité. Elle s'interrompit, les yeux brillants, pas de larmes, mais de lumière. Alors j'ai écrit. J'ai crié sans hausser le ton. Mon histoire est celle de milliers. Nous devons créer une société où vieillir n'est pas synonyme d'effacement. Elle parla ensuite de l'association La Dernière Voix, un lieu d'écoute, d'aide juridique, de transmission de récits, un pont entre générations, entre douleur et justice. À la fin du discours, une ovation se leva. Certains pleuraient. Parmi l'assemblée, Claire se tenait au fond, incognito, les joues inondées. Marie-Claire descendit lentement de la scène. Elle n'était plus seule, elle n'était plus une victime, elle était la voix retrouvée, la flamme rallumée, la mère de ceux qui ont été abandonnés mais jamais brisés.